Bienvenue dans mon bureau et je voudrais aujourd'hui vous partager mon obsession pour les services publics. Peut-être m'avez-vous entendu en parler ces derniers temps et j'ai organisé d'ailleurs un colloque samedi dernier à l'Assemblée nationale d'une très belle, riche et grande journée où nous avons parlé non pas de chaque secteur du service public mais des services publics dans leur ensemble et de la question de l'esprit public. Je pense que c'est très important et je veux ici vous dire pourquoi. À mon sens, c'est une clé qui ouvre beaucoup de portes. D'abord, j'y suis venue parce que j'étais entêtée par le débat, notamment ouvert par François Ruffin, mais qui nous taraudait déjà depuis la crise des Gilets jaunes, à savoir comment s'adresser aux habitants des sous-préfectures, des territoires périurbains, qui est une partie du monde populaire. Moi, je suis élue de Seine-Saint-Denis et quand j'entends cette préoccupation, que je trouve juste, je me dis immédiatement comment on relie ces différentes parties du monde populaire. Et il ne s'agit pas de soustraire. Ma hantise, c'est qu'on se dise, bon, pour pouvoir parler aux populations de la Creuse ou du nord de la France ou de la Somme, il faut impérativement, je parle des sous-préfectures, des milieux périurbains et ruraux, eh bien, il faudrait arrêter de parler des violences policières, il faudrait arrêter de parler de racisme, mettre tout ça un peu sous le boisseau et en revenir à un discours qui s'adresse davantage au cœur des préoccupations de ces territoires-là. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut impérativement qu'on trouve quelque chose qui fédère. Or, les services publics, c'est une clé qui permet justement de fédérer, de rassembler les tours et les bourgs, pour reprendre l'expression de François Ruffin. Parce que j'en ai fait l'expérience, quand je vais à Guingamp ou quand je vais, je ne sais pas moi, à Albi, ce dont on me parle, c'est de la maternité qui vient de fermer, et donc de ces personnes qui habitent ces femmes qui habitent à plus de 45 minutes de la possibilité, d'une maternité pour pouvoir accoucher. C'est aussi le guichet de la poste qui a fermé, c'est le train qui s'arrête plus là ou qui est trop cher, ces bus aussi qui ne marchent pas. Bref, des enjeux de service public que je retrouve en fait dans ma circonscription à Sevran. Ce dont on me parle, c'est du RER qui ne marche pas, c'est aussi de ce bureau de poste, on s'est battu pour le garder, des urgences, des hôpitaux qui sont fermés la nuit, etc. Donc c'est un sujet qui relie et qui est au cœur des préoccupations des Français partout, et donc je le crois très fédérateur. Par ailleurs, il répond aussi à un questionnement ancien que j'ai qui a trait à ce qu'on appelle l'individuation. L'individuation, c'est ce processus qui permet d'interagir entre le je et le nous. Et cette interaction entre le je et le nous, c'est ce qui permet à un individu de s'émanciper et à la société aussi d'être en bon état, si j'ose dire. C'est-à-dire que si l'individu il est isolé, il n'a pas de collectif, eh bien il est comme ça étiolé. Et à l'inverse, le collectif, s'il n'a que des individus à son service, mais qui ne peuvent pas s'épanouir individuellement, eh bien ça ne marche pas non plus. Donc ce processus d'individuation, terme que j'emprunte à un philosophe qui s'appelle, sociologue, qui s'appelle Simmel, mais que j'ai notamment lu dans les travaux que vous connaissez peut-être d'un certain Bernard Stiegler. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, ce qui est malade, c'est le nous. Et donc, il faut que, pour que, y compris les individus s'émancipent, eh bien, que ce nous soit renforcé. Et les services publics, c'est précisément ce lieu du collectif aujourd'hui malade. Ça peut sembler un peu théorique, en tout cas intellectuel comme approche, alors que la réalité, c'est que si je m'intéresse à ce point aux services publics, c'est une réalité que j'ai pressentie, vue, de mes yeux vus et vécus, y compris à titre personnel. Mais je pense en particulier quand je vais à l'hôpital Robert Ballanger ces derniers temps, je vois beaucoup de femmes qui pleurent, ce qui n'était pas du tout le cas quand j'y allais il y a quelques années pour participer à des luttes. Mais c'est aussi les profs qui craquent dans les salles de classe. Il y a quelques mois, j'étais dans un collège où on me racontait que les premières semaines de la rentrée maintenant, en Seine-Saint-Denis, eh bien, vous avez chaque semaine des profs qui pleurent dans la salle des profs. Donc ça, c'est un phénomène nouveau, c'est-à-dire que les agents craquent de ces situations très difficiles qui sont liées au manque de moyens, à une rémunération très basse, et de l'autre côté, des usagers aussi qui craquent. C'est-à-dire que moi, dans le RERB, je vois des femmes qui pleurent parce qu'elles ne vont pas arriver à temps pour aller chercher leur bébé à la crèche, parce qu'encore, il n'y a pas assez de personnel pour la maintenance, et donc le RER est en panne. Pleurent évidemment partout, des usagers, craquent des personnels en tout genre, et c'est lié
à cette destruction des services publics qui atteint aujourd'hui un paroxysme et en tout cas qui finit par produire des dégâts qui sont des dégâts colossaux. Et donc il faut bien y répondre à ce mal-être, à ces trains qui n'arrivent pas à l'heure et tout ça et tout ça. Donc ce constat de tout ce qui ne marche pas, je dirais, il est connu. Chaque matin que vous vous levez, quasiment, vous pouvez trouver quelque part le récit de ce Paris-Clermont où des gens ont carrément dormi dans le train. Il y a eu une panne et toute la nuit ils étaient dans le train et c'est la Croix-Rouge qui a apporté des couvertures humanitaires parce qu'il n'y avait plus de chauffage, plus de toilettes et de l'eau parce qu'il n'y avait pas non plus d'eau toute la nuit avec des bébés, des personnes âgées qui ont dormi là parce que le train était en panne. Bon, je prends cet exemple mais il y en a évidemment plein, mais tous les jours vous pouvez trouver des faits qui rapportent ce qui dysfonctionne aujourd'hui dans les services publics. Mais on va dans ces luttes, on va dénoncer tout ça, on va aussi soutenir, défendre nos services publics contre des projets de fermeture ou de détérioration. Mais je trouve qu'à gauche, on ne prend pas à bras-le-corps l'ensemble du sujet pour le traiter dans sa globalité. Parce que tout ça a les mêmes causes et produit les mêmes effets et les solutions sont de même nature. Et donc, à mon sens, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à prendre en charge, c'est la globalité du sujet. Il y a eu une offensive idéologique qui vient de loin, puisque le mouvement des privatisations a commencé au Chili avec Pinochet, c'est à continuer avec le modèle Thatcher et Reagan, qu'on connaît bien, avec ce que ça a produit, ces chemins de fer qui ont été privatisés, puis ça a tellement été la catastrophe qu'on a été obligé de les renationaliser. Mais est-ce qu'on en a tiré des leçons? Absolument pas. Ça a continué, ça s'est généralisé, avec l'idée que la dépense publique est un coût, l'idée qu'il y a trop de fonctionnaires en France, vieille idée d'ailleurs qui a quasiment un siècle, toujours lancinante, trop de fonctionnaires, trop de dépenses publiques. Et au fond, on s'attaque à la fonction publique, au service public, jusqu'au sommet de l'État qui lui-même recourt à des agences de conseil de plus en plus nombreuses, hyper rémunérées, qui font le travail des fonctionnaires, avec des conseils qui ne sont pas garants de l'esprit public, puisque eux-mêmes sont des agents du privé. Donc il y a quelque chose qui dysfonctionne de haut vol, avec des hauts fonctionnaires aussi qui sont de plus en plus obsédés par la recherche du pantouflage. Et donc, au total, c'est l'esprit public qui s'en va et la marchandisation de tout et n'importe quoi qui s'organise au sommet de l'État et qui finit par avoir des effets tout à fait édifiants et catastrophiques. Et donc, l'État, aujourd'hui, je dirais, n'est plus du tout garant des intérêts collectifs, mais est devenu un allié du privé. Et c'est ça qu'il faut absolument renverser profondément pour qu'on se réapproprie nos services publics, l'esprit public au sommet de l'État. Et donc, je dirais que l'heure est venue pour un nouvel esprit public de gouvernement. Et ce nouvel esprit public du gouvernement, il doit partir des besoins. On a dit beaucoup pendant la campagne présidentielle, gouverner par les besoins. Eh bien, les moyens pour atteindre la satisfaction de ces besoins, ils se situent en grande part dans la logique du service public. Quoi de mieux qu'un espace qui ne cherche pas la rentabilité pour répondre à nos besoins? On l'a vu avec le scandale Orpea pour les EHPAD, on l'a vu aussi avec le scandale pour les crèches. Le privé, lucratif, ne peut pas remplir cette mission de service public, cette mission d'intérêt général et donc cette réponse à nos besoins. Ça, c'est la raison fondamentale pour laquelle il faut réinvestir ces services publics. Mais je disais en introduction que c'était une clé qui ouvrait plusieurs portes. Partir des besoins pour gouverner, vous l'avez compris, les services publics permettent d'y répondre. Mais les services publics permettent aussi de réhabiliter l'impôt. Parce qu'immédiatement, on se dit, mais comment on finance ces services publics? Eh bien, si on part des besoins, on dit quels sont nos besoins et on se demande comment on va chercher l'argent pour le faire. Et à partir de là, on se rend compte qu'il y a plein de possibilités, comme on l'a montré d'ailleurs dans notre appel avec 13 mesures d'urgence parues dans Libération. On a fait avec différents élus de gauche et écologistes que vous pouvez trouver sur libération.fr, 13 mesures d'urgence pour les services publics. Et à l'intérieur, il y a notamment une mesure où on dit il suffit d'aller récupérer l'argent de l'impôt sur la fortune, d'aller taxer les super profits, de faire en sorte qu'on arrête les logiques d'aide comme un puits sans fond, sans contrepartie aux grandes entreprises, qu'on s'attelle enfin à lutter contre l'évasion fiscale. Et là, les milliards peuvent couler, parce que vous avez remarqué que souvent le gouvernement, il a des idées pour réduire les dépenses, mais on pourrait aussi imaginer que c'est plutôt du côté des recettes qu'il faut aller chercher. Donc, pas réduire la dépense publique, l'augmenter,
Et pour y faire face, eh bien, aller chercher de nouvelles recettes et rendre l'impôt évidemment plus progressif, notamment entre les petites entreprises et les grandes entreprises, puisqu'on sait que les TPE sont hyper taxées. Donc bref, si on veut réhabiliter l'impôt, redonner du sens à l'impôt, il faut bien qu'on dise à quoi ça sert. Et si ça devient très clair que ça sert à ce que les services dont on a besoin au quotidien soient renforcés, eh bien, il y aura un consentement à l'impôt beaucoup plus grand, là où on a l'impression, notamment pour les classes moyennes, de payer toujours plus pour un service qui est toujours plus mauvais. Toujours plus mauvais. Ensuite, ce service public, il ouvre la clé d'un affrontement avec les logiques du capital. Parce qu'au fond, on s'attaque à la propriété privée, aussi au fait qu'on aurait une justice à deux vitesses, une santé à deux vitesses, un logement à deux vitesses. Le service public, il est garant de l'égalité. Il est garant de l'égalité et il crée une forme de propriété collective. Et ça nous permet de réfléchir aussi à la propriété parce qu'on pourrait imaginer des biens qui soient inaliénables et qui n'aient même pas de propriétaire, même pas l'État. Même pas l'État. Et si c'est plus l'État, alors l'État, par la suite, ne peut pas le vendre puisque ça ne lui appartient plus. Et donc, ça nous fait penser que quand on rentre dans la question des services publics, eh bien, on avance vers la logique du commun, comme l'ont proposé Pierre Dardot et Christian Laval, deux intellectuels qui ont théorisé un peu cette logique du commun en disant qu'il y avait du déjà là, parce qu'il y a déjà des expériences qui se mènent, par exemple, pour protéger l'eau ou des usagers qui se mettent en cadre associatif pour protéger des biens communs, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça et poser la question de la propriété et de la place de l'usager et des citoyens pour à la fois définir ses besoins, mais aussi pour contrôler les services qui font vivre ces réponses ou ces biens communs. Bref, donc ça me paraît très important. Ça nous dit aussi qu'on repense dans ce cas-là à la place de l'État. À la fois l'État qui organise le débat démocratique sur les besoins, l'État qui est capable de planifier dans le temps comment on monte en puissance pour répondre aux nouveaux besoins, parce qu'il y a plein de nouveaux besoins qui ne sont pas satisfaits. On le voit avec le 4e âge, on le sait avec la crise, le défi climatique tout simplement, la crise écolo, et qui suppose quand même beaucoup d'agencements que la puissance publique devrait faire, mais c'est vrai aussi du numérique où on a laissé les GAFAM tout faire, c'est vrai de la petite enfance où on n'a toujours pas une crèche pour chaque enfant de disponible, etc., etc. Donc il y a plein de nouveaux besoins qui doivent être couverts et c'est à l'État de planifier. Mais ça ne veut pas dire qu'on retourne au Gosplan et que c'est l'État qui fait tout. En revanche, il faut que des associations, des mutuelles, l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire des espaces qui ne sont pas lucratifs, qui ne recherchent pas le profit, puissent être les associés de ce grand développement des services publics. Aussi, dans une clé, pour vous dire encore une autre clé que ça ouvre, c'est que ça permet d'avoir une affectation primaire des richesses, pas simplement une redistribution a posteriori. C'est-à-dire que c'est quelque chose auquel on a accès directement. Si demain on rend les transports gratuits, vous avez directement accès à ce bien qui est universel et qui est pour tous. Donc c'est du partage des richesses primaires et non pas a posteriori. Et je pense que ça c'est très important pour raconter ce qu'est un projet de gauche, ce qu'est notre vision en fait de la société à long terme. Et enfin, je pense que si la gauche doit se l'approprier, c'est parce que c'est un secteur, et on a beaucoup de légitimité, c'est notre histoire aussi d'avoir construit, défendu ces espaces collectifs. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est une manière de dire combien l'intérêt des catégories populaires, puisque ce sont elles qui ont le plus intérêt aujourd'hui au service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, si on part de cet intérêt-là, on arrive à quelque chose d'universel. Parce que les services publics, ils s'adressent à tout le monde, ils sont les garants de l'égalité et ils sont donc un ferment fondamental de cohésion sociale. Je ne fais pas plus long, mais je pourrais parler pendant des heures de ce sujet, des services publics. Suite à notre colloque, vous pouvez retrouver mon interview à Mediapart et aussi ma tribune dans AOC, qu'on va mettre peut-être en lien ici et là sur mes réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite pour cette bataille qui est éminemment d'actualité, parce que si vous écoutez la petite musique de Gabriel Attal dans son discours général ou de l'interview toute récente de Rachida Dati qui prétend défendre le service public audiovisuel, et quand vous lisez de près, vous voyez bien qu'en réalité, la casse est organisée. Donc ils veulent cette casse, mais comme le dit Gabriel Attal aux jeunes, il dit « tu casses, tu répares », eh bien ça vaut tout à fait pour
le gouvernement, s'il casse les services publics, alors il doit les réparer. Alors on n'attend pas grand-chose d'eux, hein, avec la Startup Nation, ce n'est pas eux qui vont le faire. Mais nous, on est capable non seulement de ne pas casser, mais surtout de réparer.